sont ouverts et ça crée une sorte d'impasse juridique où ça rend les procédures beaucoup plus difficiles. Je pense qu'à un moment donné, peut-être c'est ce qui avait motivé la prise de certaines décisions interdisant certains de sortir du territoire. Beaucoup ont dit que c'était illégal. Et il faudrait peut-être légiférer pour donner une base légale à tout ça et renforcer un peu la reddition des comptes. Madame Mame Diarra Ndiaye de la société civile, nous sommes tout à fait ouverts pour impliquer, associer la société civile à ce que nous faisons. Toutes les bonnes volontés, toutes les compétences sont les bienvenues aujourd'hui. Parce que le pays n'appartient pas aux politiques, il n'appartient pas seulement aux tenants du pouvoir, il nous appartient à tous. Il faut juste qu'on s'entende sur les règles de collaboration et de travail et que les rôles soient bien compris de part et d'autre. Comme je dis souvent, il ne s'agit pas de co-gouverner. Dans une démocratie, ceux qui sont allés à la rencontre du suffrage, qui ont la confiance du peuple, avec un programme, au moins durant leur mandat, doivent gouverner. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on a besoin d'écouter, de nous enrichir des expériences des uns et des autres. Et sous ce chapitre, nous sommes tout à fait ouverts. Nous prenons au vol votre main tendue et nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec toute la société civile. Sauvegarder l'espace de la société civile. Nous n'avons aucun problème, nous ne sommes pas là pour grignoter sur l'espace de la société civile. C'est le contraire qu'il faut interroger. Est-ce que la société civile n'envisage pas de grignoter sur le nôtre? Vu les interpellations quelquefois et la teneur, c'est comme si certains de la société civile étaient élus à notre place pour décider à notre place. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour interférer sur la société civile. Et enfin, le rôle des femmes. Je crois que dans toutes les politiques publiques que nous développons, nous parlons de plus en plus même de discrimination positive. Les femmes sont les premiers acteurs du développement de ce pays. Je le sais, et c'est pourquoi, partout où j'ai été, à titre personnel, les maigres revenus que j'avais, je les ai alloués à des associations féminines pour les aider à se renforcer. Et c'est ce que l'État va continuer à faire. Et hier, j'étais particulièrement content, lors de la remise des lauréats, de voir qu'il y a quasiment autant de femmes, ou peut-être autant de plus de femmes que d'hommes. Et ça va dans le bon sens. Rassurez-vous, c'est une préoccupation. Et nous allons mettre des mécanismes dans l'accès au financement, dans l'accès au foncier, des mécanismes discriminants pour permettre à ces femmes-là de s'autonomiser et de continuer à jouer le rôle qu'elles jouent dans la stabilité sociale, parce qu'elles, au moins, remettent l'argent dans la maison. Monsieur Cissé du SYNPICS a parlé de la fragilité du secteur de la presse, la fragilité économique, précarité éditoriale. Quelle réforme du modèle? Convention État-Presse, FADP. Ce que je retiens dans tout ça, d'abord je renvoie au ministre de la Communication qui, je crois, travaille à des assises, si ce n'est déjà tenu, avec la presse. Mais ce que je retiens, c'est que vous nous dites que le SYNPICS a des propositions. Nous attendons ces propositions avec impatience, nous les examinerons et nous considérons que la presse est un acteur comme beaucoup d'autres acteurs, ni plus ni moins. La presse peut avoir une tribune que d'autres n'ont pas, que les agriculteurs n'ont pas, que les éleveurs n'ont pas, que les pêcheurs n'ont pas. Ça n'en fait pas un acteur plus important que ces autres acteurs. Et elle peut avoir un traitement privilégié parce qu'elle peut bénéficier de subventions que d'autres secteurs n'ont pas. Il n'y a pas de subventions sur le transport, il n'y a pas de subventions sur beaucoup d'autres secteurs. Il nous faut aujourd'hui travailler à un modèle qui permette à tous les acteurs de faire leur travail dans la sérénité,
dans le respect des cahiers de charges, dans le respect de la déontologie, et jouer le rôle que chacun doit jouer. L'État jouera son rôle, la presse jouera son rôle. Sous ce chapitre, nous sommes tout à fait ouverts et c'est les instructions que j'ai données au gouvernement et particulièrement au ministre et c'est les instructions que le président de la République a données. Maintenant, le modèle ne peut pas être uniquement adossé sur les relations avec l'État ou le financement public. Il faut beaucoup d'autres choses, à mon avis, pour la viabilité de la presse. Je rends hommage à tous ces journalistes qui font correctement leur travail, qui sont professionnels, qui respectent la déontologie. Je leur rends hommage parce qu'il y en a, et fort heureusement. M. Amadou Seck a parlé de la place importante de l'industrie dans l'agenda. Je salue l'initiative du CIS Agra dans le domaine de l'ensilage, des œufs à couver, des formes modernes de vaches laitières et des infrastructures de stockage. Mais l'industrie est au cœur. C'est la première préoccupation. Vous ne pouvez pas réussir une politique dans le secteur primaire si par ailleurs vous ne parvenez pas à l'absorber par la transformation. L'industrie est fondamentale. Et il y a peut-être un mois, Monsieur le ministre de l'Industrie a présenté un plan de développement industriel en Conseil des ministres. Un plan très ambitieux, avec des secteurs clés sur la transformation. L'industrie de transformation des phosphates, métallurgie, sidérurgie, l'industrie halieutique, ainsi de suite. C'est un plan très ambitieux et c'est pourquoi j'ai dit que les retombées de ce plan de redressement seront partiellement orientées vers cela. Accompagner nos industriels qui ne peuvent pas aujourd'hui, s'ils ne sont pas protégés, c'est pourquoi les réformes législatives sont importantes, ne peuvent pas compétir face à un industriel chinois, japonais, français, allemand, c'est pas possible. Il faut de la protection. Il faut de l'accompagnement, il faut de la facilitation à l'accès au financement. Il faut aussi, dans le cadre des partenariats, souvent nous nous déplaçons, il y a beaucoup de retombées. Aujourd'hui, nous avons énormément d'appétit manifesté par des boîtes chinoises après notre visite là-bas. Les visites du président de la République, c'est la même chose. Mais nous essayons d'encadrer en poussant à un partenariat, à des jointes ventures avec nos industriels. Ça vaut également pour le domaine du BTP, qui est une forme d'industrie, transfert de technologie, joint venture, etc. Maintenant, le souci, c'est que d'habitude, notre secteur local n'a pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir gérer tout seul des chantiers d'une certaine envergure. C'est ce travail-là, avec le FONSIS, avec toutes les autres organisations, et les réformes que nous voulons faire, que nous voulons engager, qui permettra certainement de vous accompagner. Les hydrocarbures, oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'accès. Je n'ai pas parlé de renégociation dans le domaine des hydrocarbures. Pour le moment, je n'en parle pas. J'ai parlé juste d'un droit légitime que nous avons à accéder à la production d'hydrocarbures locales en attendant de travailler un certain nombre de choses, notamment la possibilité de regrouper l'intégration de tous les blocs gaziers, parce qu'on parle de GTA, Yaya Teranga, pour pouvoir avoir accès aux produits de manière à casser totalement le prix de l'énergie au Sénégal. C'est un élément important. Je crois qu'en 2026, nous aurons les premiers, je l'espère, je le crois même fermement, parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous ne voyons pas pourquoi nos partenaires nous empêcheraient d'accéder à cet approvisionnement en gaz local. L'objectif principal, c'est de renforcer le gaz to power, le gaz to industry, comme dit le ministère de l'Énergie.